Une histoire émouvante de rédemption, d'amour, de passion et de nouveau départ. Elle a été élevée par des religieuses, dans le silence, pour ne jamais connaître l'amour, ni son propre corps, mais elle a été vendue à un millionnaire. Regardez cette histoire jusqu'à la fin. Vous serez surprise par cette histoire. Si vous aimez les histoires d'amour, de romance, abonnez-vous à cette chaîne. Nous publions des vidéos comme celle-ci tous les jours. Continuons. Les montagnes de la Provence gardent des secrets, comme elles gardèrent de l'or au temps des chercheurs de trésors. Entre les collines ondulantes de la région d'Aix-en-Provence, où les brumes matinales dansent entre les cyprès et les pins parasols, se dresse le monastère de Sainte-Catherine comme une forteresse de pierre et de silence. C'est là, aux portes de fer oxydées de cette construction centenaire, qu'un nouveau-né fut trouvé un matin froid de mai, enveloppé seulement dans une couverture de laine blanche et portant une petite chaîne en or avec une médaille de Notre-Dame, de Lourdes. Les sœurs l'appelèrent Aurélie, pour la couleur dorée de ses fins cheveux, et l'élevèrent selon les règles strictes d'une vie dédiée à la prière et au travail. 19 ans plus tard, alors que les premières lueurs de l'aube illuminaient les vitraux de la chapelle, Aurélie s'agenouillait sur le banc de bois usé où elle priait toujours, mais ses prières ce matin-là étaient différentes. C'étaient des prières d'adieu. Sœur Bénédicte lui avait annoncé la nouvelle la veille, avec ce ton formel qu'elle utilisait pour annoncer des punitions ou des tâches supplémentaires. « C'est une bénédiction, ma fille », avait dit la supérieure, ses mains osseuses entrelacées sur son habit noir. « Monsieur Étienne Valmont a sauvé notre congrégation de la ruine. C'est un homme de foi, un bienfaiteur généreux. Il sera un bon mari pour vous. » Aurélie n'avait pas questionné. Elle ne questionnait jamais. Elle avait été éduquée pour accepter la volonté divine manifestée à travers les paroles des « sœurs », mais quelque chose en elle, une petite voix insistante qu'elle avait toujours essayé de faire taire, murmurait que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était une affaire, c'était un échange, c'était elle qui était livrée comme paiement d'une dette qu'elle n'avait jamais contractée. Le monastère traversait des temps difficiles, les dons se faisaient rares, le toit nécessitait des réparations urgentes, et la congrégation vieillissante n'attirait pas de nouvelles vocations. C'est alors qu'il était apparu, Étienne Valmont, descendant d'immigrants italiens qui avaient prospéré dans l'agroalimentaire et la production de vin. Ses vignobles s'étendaient sur 3 départements, et ses affaires, disait-on à voix basse, allaient bien au-delà des raisins et de la terre. Aurélie le vit pour la première fois 3 jours avant le mariage, lorsqu'il arriva au monastère dans une camionnette noire, accompagnée seulement d'un chauffeur silencieux. Elle était dans le jardin, cueillant des herbes pour la sœur herboriste, quand elle entendit le bruit des pneus sur la terre battue de la cour intérieure. Elle se cacha instinctivement derrière les rosiers, observant cet homme grand et élégant, saluer la mère supérieure avec une révérence respectueuse, mais distante. Étienne Valmont était tout ce qu'elle n'avait jamais rencontré dans ces murs saints. Grand aux épaules larges, il portait en lui une aura de pouvoir qui semblait remplir l'espace autour de lui. Son costume sombre contrastait avec la simplicité franciscaine du lieu, et ses mouvements étaient précis, économes, comme ceux d'un prédateur qui ne gaspille pas d'énergie. Quand il se tourna vers le jardin, Aurélie vit ses yeux pendant un instant, sombres comme la poix, pénétrants, chargés d'une intensité qui la fit reculer parmi les plantes. Il ne la vit pas, à ce moment-là, mais quelque chose dans sa posture suggérait qu'il savait qu'il était observé. Aurélie sentit son cœur s'accélérer quand il sourit légèrement, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, avant de suivre la mère supérieure à l'intérieur du bâtiment principal. Cette nuit-là, allongée sur son lit étroit dans le dortoir des novices, Aurélie n'arrivait pas à dormir. Pour la première fois en 19 ans, son esprit refusait d'accepter les prières comme tranquillisant. Au lieu de cela, elle s'imaginait comment serait la voix de cet homme, comment ce serait de vivre loin de ses murs, comment ce serait d'être touché par des mains autres que les siennes. Cette pensée l'effraya tellement qu'elle se leva et s'agenouilla sur le sol froid, priant avec ferveur pour que Dieu pardonne ses pensées impures. Mais les mots sortaient mécaniquement de sa bouche, tandis que son esprit revenait obsessionnellement à ses yeux sombres et à ce sourire énigmatique. Le mariage fut fixé à un jeudi, dans la petite chapelle du monastère. Aurélie se réveilla, avant la cloche de 5 heures du matin, saisie d'une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à nommer. Elle avait rêvé de vignes infinies s'étendant jusqu'à l'horizon,
et d'une femme aux cheveux noirs qui pleurait devant un miroir brisé. Les sœurs la préparèrent dans un silence solennel. Sœur Lucie, la plus jeune de la congrégation, brossa ses cheveux dorés jusqu'à ce qu'ils brillent comme de la soie, puis les attacha en une simple tresse ornée de petites fleurs blanches cueillies dans le jardin. La robe était un don de la famille Valmont elle-même, de la soie écrue couleur ivoire, simple mais d'une coupe élégante, qui mettait en valeur la silhouette fine qu'Aurélie connaissait à peine. « Tu es magnifique, ma fille », murmura sœur Bénédicte, ajustant le voile de dentelle qui avait appartenu à la fondatrice du monastère. « Que Dieu te bénisse dans ce nouveau voyage. » Mais il y avait quelque chose dans le ton de la supérieure, une mélancolie déguisée en solennité, qui fit qu'Aurélie la regarda dans les yeux pour la première fois depuis des années. Ce qu'elle y vit la troubla. Ce n'était pas la joie pour son futur bonheur. C'était du soulagement. Le soulagement de quelqu'un qui se débarrasse d'un fardeau. La cérémonie fut brève et austère. Outre les sœurs, seuls quelques employés de la famille Valmont étaient présents. Des hommes en costume sombre qui gardaient les yeux baissés et ne parlaient que lorsque c'était nécessaire. Étienne arriva ponctuellement à 9 heures, également vêtu de sombre, apportant un bouquet de roses blanches qu'il remit à Aurélie avec une révérence courtoise. Lorsqu'elle s'approcha de l'autel de marbre blanc, ses doigts tremblaient tellement qu'elle faillit laisser tomber les fleurs. Étienne tendit la main pour la soutenir et son contact fut comme un choc électrique. Sa peau était chaude et rugueuse, des mains d'homme qui connaissait le travail manuel malgré son élégance urbaine. Le père Jacques, un homme âgé qui venait d'Aix-en-Provence spécialement pour l'occasion, conduisit la cérémonie avec une efficacité religieuse. Les paroles sacramentelles résonnèrent à travers les pierres anciennes de la chapelle, mais Aurélie les entendait à peine. Elle était hypnotisée par la présence de l'homme à ses côtés, par la façon dont il répondait aux vœux d'une voix grave et contrôlée, comme s'il concluait un contrat commercial plutôt que de se marier. Quand vint l'heure du baiser, Étienne se tourna vers elle avec une expression indéchiffrable. Ses yeux l'étudièrent pendant un moment trop long, comme s'il mémorisait chaque détail de son visage. Puis il se pencha et toucha ses lèvres avec les siennes, un contact chaste, rapide, mais qui laissa Aurélie avec l'étrange sensation que quelque chose de fondamental avait changé en elle. Le voyage jusqu'à la propriété des Valmont dura 2 heures sur des routes sinueuses qui traversèrent la garrigue provençale préservée. Étienne conduisait en silence, indiquant occasionnellement une vue particulièrement belle ou commentant l'histoire de la région. Aurélie, installée sur le siège en cuir souple de la camionnette, observait le paysage changer progressivement des montagnes couvertes de pins aux vallées verdoyantes parsemées de vignes, organisées en rangées parfaites. « Les vignes ont été plantées par mon arrière-grand-père », dit Étienne lorsqu'ils passèrent les premiers vignobles de la propriété. « Il a apporté les plants directement de Toscane, ainsi que les secrets de famille pour faire le vin parfait. » C'était la première fois qu'il parlait de famille, et Aurélie saisit l'ouverture. « Avez-vous des frères et sœurs ?» « Non. » La réponse fut sèche, définitive. « Je suis le dernier des Valmont en France. » Ils passèrent par une entrée majestueuse en pierre, où 2 énormes piliers soutenaient un portail en fer forgé portant les armoiries de la famille, une vigne stylisée, entrelacée d'une épée. La route privée continua pendant 15 minutes de plus, serpentant entre des collines couvertes de vignes, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent enfin le manoir. Le château Valmont s'élevait au sommet d'une colline comme un palais directement transplanté d'Italie. 3 étages de pierre grise claire avec des balcons en fer forgé et de hautes fenêtres encadrées par du lierre centenaire. Des jardins formels s'étalaient en terrasses étagées et au loin, Aurélie pouvait voir d'autres constructions, ce qui semblait être des caves à vin, des maisons d'employés et des installations industrielles. « C'est très grand », murmura-t-elle, se sentant soudain toute petite. « C'était plus grand quand j'étais enfant », répondit Étienne, et il y avait quelque chose d'amer dans sa voix. Mon père croyait qu'un homme devait vivre à la hauteur de son importance. J'ai appris que parfois il vaut mieux garder certaines choses fermées. Il arrêta la camionnette devant l'entrée principale où 2 employés en uniforme attendaient pour porter la petite valise d'Aurélie. Tout ce qu'elle possédait au monde tenait dans un sac en tissu que les sœurs lui avaient
offert comme cadeau de mariage. La porte principale du manoir était en bois massif, sculpté de motifs de raisin et de feuilles de vigne. Quand elle s'ouvrit, elle révéla un hall d'entrée impressionnant, avec un sol en marbre blanc et noir, en damière, un escalier courbe menant aux étages supérieurs, et un lustre en cristal qui projetait des reflets colorés sur les murs. « Bienvenue dans votre nouvelle maison », dit Étienne, mais sa voix manquait de chaleur. « Madame Moreau, la gouvernante, va vous montrer vos appartements. Nous dînons à 8 heures. Si vous avez besoin de quoi que ce soit avant cela, demandez à n'importe quel employé. » Et sur ces mots, il s'éloigna, ses pas résonnant sur le marbre jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans un couloir latéral, laissant Aurélie seule avec une femme d'âge moyen, aux cheveux gris attachés en un chignon sévère et aux yeux qui semblaient tout voir. « Par ici, Madame Valmont, dit Madame. » Moreau et Aurélie frissonna en entendant son nouveau nom. « Vos appartements sont au 2e étage. » En montant l'escalier, Aurélie remarqua les portraits qui ornèrent les murs. Des hommes aux moustaches fournies et aux regards durs, des femmes en robes sombres et aux expressions mélancoliques. Tous des Valmont, de générations passées, expliqua Madame Moreau, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un portrait plus récent d'un jeune couple. L'homme était clairement Étienne, peut-être 10 ans plus jeune, et à ses côtés se tenait une femme d'une beauté extraordinaire, des cheveux noirs comme la nuit, des yeux verts hypnotisants et un sourire qui irradiait une joie authentique. C'était la première Madame Valmont, dit Madame Moreau, quand elle remarqua l'intérêt d'Aurélie. Isabelle, une femme très belle, très joyeuse. Il y avait quelque chose dans le ton de la gouvernante qui fit s'arrêter Aurélie. Que lui est-il arrivé? Elle est morte il y a 3 ans. Un terrible accident. Madame Moreau accéléra le pas. Vos appartements sont juste là. Les appartements consistaient en une chambre spacieuse et élégante, décorée dans des tons de bleu et d'or, avec des meubles en bois foncé et un balcon qui donnait sur les vignobles. Il y avait aussi une salle de bain privée, un luxe inimaginable pour quelqu'un élevé dans un monastère, et un dressing qui semblait plus grand que tout le dortoir où elle avait passé sa vie. « Monsieur Étienne m'a demandé de vous informer que c'est votre aile de la maison, » dit Madame Moreau, ouvrant les rideaux pour laisser entrer la lumière de l'après-midi. « Il y a une bibliothèque au bout du couloir et un salon de lecture. La chambre de monsieur est au 3e étage. » Aurélie acquiesça, essayant de traiter l'information qu'il y aurait cette distance physique entre elle et son mari. Au monastère, les sœurs parlaient toujours du mariage comme d'une union complète entre l'homme et la femme, mais Étienne semblait déterminé à maintenir une sorte de séparation. Après le départ de Madame Moreau, Aurélie resta seule, dans la chambre somptueuse, se sentant comme une intruse. Elle s'approcha de la fenêtre et observa les vignobles s'étendant à perte de vue. Des travailleurs se déplaçaient entre les rangées de vignes, leur voix résonnant au loin dans la brise de l'après-midi. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Au 3e étage du manoir, une fenêtre avait les rideaux fermés, et un aspect différent des autres, comme si elle était scellée, abandonnée. En l'observant, elle eut l'impression de voir une ombre bouger derrière les rideaux, mais quand elle cligna des yeux, tout était à nouveau immobile. Dîner fut servi dans une salle formelle avec une table en acajou pour 12 personnes, mais seuls elle et Étienne étaient présents. Il avait troqué son costume pour des vêtements plus décontractés, un pantalon habillé et une chemise blanche aux manches retroussées, révélant des avant-bras forts et bronzés. Il était plus détendu, mais maintenait toujours une distance, courtoise qui mettait Aurélie mal à l'aise. La nourriture était raffinée, des plats qu'elle n'avait jamais goûtés, accompagnés d'un vin rouge qu'Étienne expliqua être de la cuvée spéciale de la propriété. Il parla de l'histoire de la région, des défis de la viticulture en climat méditerranéen, des plans d'expansion des affaires. Aurélie écoutait, fascinée, mais remarquait qu'il évitait soigneusement toute référence personnelle. « Vous n'êtes jamais sorti de ce monastère ?» demanda-t-il quand elle mentionna sa curiosité pour le monde extérieur. Seulement pour aller en ville avec sœur Bénédicte, quelques fois par an, pour chercher des fournitures médicales ou résoudre des questions administratives. Aurélie prit une gorgée de vin, sentant la chaleur se répandre dans sa poitrine. « J'ai toujours voulu connaître d'autres endroits, mais les sœurs disaient que le monde extérieur était plein de tentations dangereuses. »
Étienne rit, mais ce n'était pas un son joyeux. Elle n'avait pas tort. Regrettez-vous de m'avoir sorti de là? La question sortit avant qu'elle puisse se censurer, et le silence qui suivit fut lourd comme du plomb. Étienne l'étudia pendant un long moment, ses yeux sombres, impossibles à déchiffrer. « Je ne sais pas encore, dit-il finalement, mais vous découvrirez bientôt si vous regrettez d'être venu. » Après le dîner, Étienne l'accompagna jusqu'à l'escalier, mais s'arrêta au premier étage tandis qu'elle montait vers ses appartements. « Bonne nuit, Aurélie, » dit-il, sa voix plus douce que pendant toute la soirée. « J'espère que vous dormirez bien. » Mais elle ne dormit pas bien. Le lit était trop moelleux après des années sur le matelas dur du monastère. Le silence était différent. Pas le silence sacré qu'elle connaissait, mais un silence lourd, chargé de secrets. Et il y avait des bruits étranges, le bois qui craquait, le vent qui gémissait aux fenêtres, et parfois quelque chose qui pouvait être des pas dans le couloir. La deuxième nuit, quand les sons se répétèrent, Aurélie décida d'enquêter. Elle ouvrit prudemment la porte de sa chambre et jeta un coup d'œil dans le couloir faiblement éclairé par des appliques anciennes. Tout semblait normal, mais il y avait une porte entr'ouverte au bout du couloir qu'elle était sûre d'avoir, vue fermée auparavant. Pieds nus, elle s'approcha de la porte et découvrit qu'elle menait à un escalier étroit, probablement un escalier de service qui reliait tous les étages du manoir. Elle pouvait entendre quelque chose venant d'en haut, un son rythmé, comme si quelqu'un marchait de long en large. La curiosité l'emporta sur la prudence, et elle commença à monter les marches en bois qui grinçaient doucement sous ses pieds. Nue. Le son devint plus clair à mesure qu'elle montait. C'étaient bien des pas, et il semblait venir du troisième étage. Arrivée en haut de l'escalier, elle se retrouva dans un couloir identique au sien, mais avec une seule porte visible, la porte qui devait mener à la chambre, avec la fenêtre scellée qu'elle avait remarquée depuis le balcon. Et les pas venèrent de là. Aurélie s'approcha de la porte, le cœur battant fort. Il y avait une serrure ancienne, mais la clé était à l'extérieur. Elle hésita un moment, sachant qu'elle envahissait clairement quelque chose qui ne devait pas être envahi. Mais le besoin de comprendre cet endroit, cet homme, cette nouvelle vie était plus fort que la peur. Elle tourna lentement la clé et poussa la porte. La chambre était plongée dans l'obscurité, mais la lumière de la lune, qui filtrait à travers les rideaux mal fermés, révéla une scène qui lui coupa le souffle. C'était une chambre féminine, décorée dans des tons de rose et d'or, mais tout était recouvert d'une fine couche de poussière. Des meubles élégants, des vêtements encore suspendus dans l'armoire ouverte, des flacons de parfum sur la coiffeuse, comme si quelqu'un était parti récemment et allait revenir à tout moment. Mais ce n'était pas ça qui la perturbait, c'était le miroir de la coiffeuse, fendu en étoiles, comme si quelqu'un l'avait frappé violemment. Et c'étaient les fleurs flétries, éparpillées sur le sol, comme si un bouquet avait été déchiqueté dans une explosion de rage. Et c'était Étienne assis dans un fauteuil dans le coin de la chambre, la tête entre les mains. Il leva les yeux quand la porte grinça, et ce qu'Aurélie y vit la terrifia plus que n'importe quel fantôme. C'était de la douleur pure, crue, désespérée. C'était de la culpabilité. C'était un homme dévoré par quelque chose qu'il ne pouvait ni affronter, ni oublier. « Vous ne devriez pas être ici, dit-il, mais sa voix était brisée. « J'ai entendu des pas, j'ai pensé... » Aurélie fit un pas en arrière, mais quelque chose l'empêcha de fuir. C'était sa chambre, n'est-ce pas? Étienne ferma les yeux. C'était la chambre d'Isabelle, ma première épouse. « Vous venez ici? » « Toutes les nuits? » « Pas toutes. » Il se leva lentement, comme un homme beaucoup plus vieux que ses 38 ans. « Seulement quand je n'arrive pas à dormir, quand les souvenirs sont trop forts. » Aurélie regarda autour de la chambre préservée comme un sanctuaire, ressentant un mélange étrange de compassion et d'inquiétude. Comment est-elle morte? Le silence qui suivit fut si long qu'elle pensa qu'il n'allait pas répondre. Quand il parla enfin, sa voix était presque un murmure. Dans un accident. Elle conduisait la nuit sous la pluie. Elle a perdu le contrôle de la voiture dans un virage. Il passa la main dans ses cheveux, les décoiffant. Nous nous étions disputés. Elle était partie furieuse après une horrible discussion. Si j'étais allé la chercher, ce n'était pas votre faute. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Sa voix durcit soudainement. Vous ne connaissez rien de moi, de cette famille, des secrets que cette maison garde.
Il marcha jusqu'à la fenêtre et écarta les rideaux, révélant la vue des vignobles baignés par la lumière de la lune. Vous venez d'un endroit pur, protégé. Vous n'auriez pas dû venir ici. Vous n'auriez pas dû m'épouser. Mais je vous ai épousé. Aurélie fut surprise par la fermeté de sa propre voix. Et je ne suis plus une enfant protégée. Parlez, sœur. Je suis votre femme. Étienne se retourna pour la regarder, et cette fois, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Pas seulement de la douleur, mais aussi quelque chose de plus chaud, de plus dangereux. « Ma femme », répéta-t-il, comme s'il testait le goût des mots. « Savez-vous ce que cela signifie ?» Aurélie sentit son cœur s'accélérer, mais maintint son regard ferme. « Je sais que cela signifie que vous n'avez pas apporté vos culpabilités seul. » Il fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à être assez proche pour qu'elle sente la chaleur émanant de son corps. « Vous ne comprenez pas. Je ne suis pas un homme bon, Aurélie. J'ai fait des choses, des choix qu'une femme comme vous ne devrait jamais connaître. Alors racontez-moi. » Les mots sortirent dans un murmure, mais portaient une détermination qu'elle ne savait pas posséder. « Racontez-moi qui vous êtes vraiment. » Pendant un moment, elle crut qu'il allait tout confesser là, dans cette chambre hantée par le fantôme de sa première épouse. Mais alors quelque chose changea dans son expression, comme si un masque était revenu en place. « Allez dans votre chambre, Aurélie, » dit-il reculant, « et ne revenez pas ici. Cet endroit n'est pas pour vous. » Elle voulait protester, voulait insister, mais quelque chose dans son ton final l'avertit qu'il y avait des limites qu'elle ne devrait pas tester. « Pas encore. »« Bonne nuit, Étienne, » dit-elle, mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Elle était très belle, Isabelle. Oui. Il était retourné au fauteuil, mais ses yeux suivirent Aurélie jusqu'à la porte. Mais la beauté n'est pas toujours une bénédiction dans cette famille. Aurélie descendit l'escalier de service, les jambes tremblantes, retourna dans sa chambre et ferma la porte derrière elle. Mais le sommeil ne vint pas. Au lieu de cela, elle resta allongée dans l'obscurité, pensant à l'homme à l'étage au-dessus, seul avec ses souvenirs et ses culpabilités, et pensant aussi à l'étrange sensation qu'elle avait ressentie quand il s'était approché d'elle, pas de la peur comme elle aurait dû ressentir, mais quelque chose de complètement différent, quelque chose dont les sœurs n'avaient jamais parlé dans leur conversation sur le mariage, quelque chose de chaud et d'urgent qui éveillait dans son corps des réactions qu'elle ne comprenait pas. Pour la première fois depuis son arrivée, au manoir, Aurélie commença à soupçonner que les dangers de cet endroit ne viendraient pas seulement des secrets qu'il cachait, mais aussi de ce qu'il éveillait en elle. Les jours suivants apportèrent une étrange routine à Aurélie. Étienne disparaissait juste après le petit déjeuner, passant les matinées dans les vignobles ou en réunion avec ses associés en ville. Elle ne le voyait qu'au repas, où il se montrait courtois mais distant, comme si l'intimité de cette nuit dans la chambre d'Isabelle n'avait jamais existé. Aurélie se mit à explorer le manoir avec la curiosité de quelqu'un qui découvrait un nouveau monde à chaque porte ouverte. La bibliothèque du 2e étage devint son refuge préféré, une salle avec des étagères du sol au plafond, remplie de livres en français, italien et anglais. Beaucoup concernaient la viticulture et la gestion de propriétés rurales, mais il y avait aussi de la littérature classique, des livres d'histoire de France, et étonnamment, plusieurs volumes sur le droit des affaires. C'est en feuilletant l'un de ces livres juridiques qu'elle trouva le premier indice réel sur les secrets de la famille Valmont. Entre les pages jaunies d'un manuel sur les successions, il y avait une coupure de journal soigneusement pliée. Le titre disait « L'héritière d'un vignoble provençal meurt dans un accident mystérieux. La police enquête sur un possible lien avec des disputes familiales. » L'article datait d'il y a 3 ans, quelques jours après la mort d'Isabelle. Il parlait d'enquêtes non concluantes, de soupçons que l'accident n'avait pas été si accidentel, et mentionnait un litige entre Isabelle et d'autres membres de la famille Valmont concernant l'héritage des propriétés. Le nom d'Étienne apparaissait plusieurs fois, toujours décrit comme le veuf endeuillé qui refuse de parler à la presse. Aurélie plia la coupure et la glissa dans la poche de sa robe, sentant un frisson dans son ventre. Si Isabelle enquêtait sur quelque chose concernant la famille, s'il y avait des disputes sur l'héritage, alors sa mort n'était peut-être pas l'accident qu'Étienne avait décrit. Cet après-midi-là, elle décida d'explorer d'autres parties de la propriété.
Madame Moreau avait mentionné qu'il y avait des bureaux administratifs au rez-de-chaussée et peut-être y trouverait-elle plus d'informations. Elle descendit par l'escalier principal et suivit un couloir qu'elle n'avait pas exploré auparavant, passant devant des portraits familiaux et des meubles anciens jusqu'à arriver à une zone plus moderne de la maison. Les bureaux se trouvaient dans une aile annexe, reliée à la maison principale par un passage couvert. Il y avait 3 salles, une avec des ordinateurs et des archives qui étaient clairement utilisées par l'administration du vignoble, une autre qui semblait être le bureau personnel d'Étienne et une 3e qui était fermée à clé. Le bureau personnel d'Étienne était ouvert, et Aurélie hésita seulement un moment avant d'entrer. La salle était dominée par un bureau en acajou foncé, avec un fauteuil en cuir derrière et 2 chaises plus petites devant. Les murs étaient couverts d'étagères avec des livres, des trophées de l'industrie viticole et quelques photographies. L'une des photographies attira immédiatement son attention. C'était une image d'Étienne, plus jeune, peut-être dans la vingtaine, enlacé avec un homme plus âgé, qui était clairement son père. Ils avaient les mêmes yeux sombres et la même ligne ferme de la mâchoire. À un côté d'eux, une femme blonde et élégante qui devait être sa mère. Tous souriaient, mais il y avait quelque chose de forcé dans ces sourires, comme si la photographie avait été prise pour enregistrer une harmonie qui n'existait pas. « Vous cherchez quelque chose de spécifique ?» Aurélie se retourna rapidement, le cœur battant. Étienne était à la porte du bureau, portant encore les vêtements de travail qu'il utilisait dans les vignobles, un jean, une chemise à manches longues et des bottes en cuir. Il était couvert de terre et de sueur, et il y avait quelque chose d'intense dans son regard qui la fit instinctivement reculer. « Je suis désolée, je ne devrais pas être ici. » Elle commença à se diriger vers la porte, mais il ne bougea pas pour la laisser passer. « C'est aussi votre maison maintenant, dit-il, mais il y avait de l'ironie dans sa voix. Vous avez le droit d'en connaître chaque recoin. » J'explorais. Simplement, Madame Moreau a dit que vous passiez la matinée dans les vignobles. Et vous avez décidé de fouiller dans mes affaires pendant que j'étais absent. L'accusation dans sa voix l'a mis sur la défensive. Je ne fouillais pas. La porte était ouverte et vous êtes entré. Il marcha jusqu'au bureau sans quitter ses yeux des siens. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant? Aurélie sentit la coupure de journal brûler dans sa poche, mais garda une expression neutre. Juste des photographies. Votre famille semblait unie. Étienne rit, mais il n'y avait pas d'humour dans ce son. Les apparences sont trompeuses, surtout dans cette famille. Il s'approcha d'elle, et Aurélie sentit l'odeur de terre et de sueur masculine mêlée à quelque chose de plus subtil, le parfum boisé qu'il portait toujours. Il était trop près, et elle se retrouva adossée contre l'étagère, sans avoir réalisé quand elle avait reculé. « Avez-vous peur de moi, Aurélie ?» La question fut posée d'un ton bas, presque intime, et elle sentit quelque chose de chaud se répandre dans son corps. Ce n'était pas exactement de la peur, mais quelque chose de plus complexe, de plus dangereux. « Devrais-je avoir peur ?» Oh. Lieu de répondre, il tendit la main et toucha légèrement son visage, les doigts rugueux contrastant avec la délicatesse du geste. « Vous êtes très différente de ce que j'attendais. » « Qu'attendiez-vous » ? Une novice effrayée. Une femme qui ferait ce qu'on lui dirait sans poser de questions. Son pouce traça une ligne sur sa joue. « Mais vous avez du feu, de la curiosité. Vous ne vous contenterez pas d'être simplement une épouse décorative. » « Et cela vous dérange ? Ça. » « De vrai. » Il se pencha un peu plus et Aurélie sentit son souffle contre son visage. « Mais non, et c'est ce qui m'inquiète. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'éloigna brusquement, comme s'il avait réalisé qu'il franchissait une ligne. « Dangereuse. Je vais prendre une douche avant le dîner, dit-il, revenant au ton formel habituel. Ce soir, nous dînons sur la terrasse. Le coucher de soleil est particulièrement beau. » Et il quitta le bureau, laissant Aurélie seule avec le cœur battant et une étrange sensation de frustration. Pour la 2e fois, il s'était approché d'elle, avait créé une intimité qui la laissait étourdie, puis s'était éloigné comme si rien ne s'était passé. Ce soir-là, le dîner sur la terrasse fut différent. Étienne avait troqué ses vêtements de travail contre une chemise bleu clair qui mettait en valeur ses yeux sombres, et il était plus détendu, peut-être à cause du vin qu'il buvait déjà avant son arrivée. La table était dressée avec plus de soin, des bougies étaient allumées,
et Madame Moreau avait préparé un repas spécial, de l'agneau rôti aux herbes de la propriété, accompagné du meilleur vin de la maison. « Parlez-moi de votre vie au monastère, » dit Étienne. Après que le premier plat fut servi, comment étaient vos journées? C'était la première fois qu'il montrait un réel intérêt pour son passé, et Aurélie fut surprise par la question. Très structurée, nous nous levions à 5 heures pour les prières matinales, puis prenions le petit déjeuner en silence. Je travaillais au jardin le matin, j'étudiais l'après-midi, et j'aidais à la cuisine, avant le dîner. Et vous étiez heureuse? Aurélie hésita. Elle ne s'était jamais vraiment posé cette question. C'était sûr, prévisible. Je connaissais ma place. Je savais ce qu'on attendait de moi. Mais vous ne répondez pas si vous étiez heureuse. Je ne sais pas si je connaissais assez le bonheur pour savoir s'il me manquait. Elle prit une gorgée de vin, sentant la chaleur se répandre dans sa poitrine. Et vous? Étiez-vous heureux quand vous étiez enfant? Étienne resta silencieux un moment, regardant les vignobles qui s'étendaient en contrebas. Quand j'étais très petit, peut-être, avant de comprendre comment fonctionnait cette famille. Votre mère est morte quand j'avais 12 ans. Cancer. Sa voix durcit. Mon père ne s'en est jamais remis. Ou peut-être s'en est-il remis trop vite. 6 mois après les funérailles, il a ramené une femme ici. Il disait que j'avais besoin d'une figure maternelle. Votre belle-mère. Hélène. Le nom sortit comme s'il était amer. Une femme ambitieuse qui a épousé mon père pour l'argent. Et le statut. Elle avait un fils d'un précédent mariage, Marcel, 2 ans de plus que moi. Aurélie réalisa qu'il parlait de choses qu'il ne partageait clairement pas d'habitude, peut-être sous l'influence du vin ou de l'atmosphère intime, de la terrasse éclairée aux bougies. Que leur est-il arrivé? Mon père est mort il y a 5 ans, crise cardiaque selon les médecins, mais je soupçonne que c'est le poids de la culpabilité qui l'a finalement tué. Étienne remplit à nouveau son verre, buvant plus qu'il ne le devrait. Hélène et Marcel pensaient qu'ils héritèrent d'une partie de la propriété. Ils ne comptèrent pas sur le testament que mon père avait modifié 1 an avant sa mort. Ils ont été déshérités? Complètement, tous mes revenus. Il sourit, mais c'était un sourire amer. Ils ne l'ont pas bien accepté. Ils ont contesté le testament, essayé de prouver que mon père était sénile quand il l'a modifié. La bataille juridique a duré 2 ans. Aurélie commença à comprendre le lien, et Isabelle. Elle s'est impliquée dans cette dispute. Le nom de la première épouse créa un lourd silence entre eux. Étienne fit tourner son verre de vin entre ses doigts, observant le liquide doré refléter la lumière des bougies. Isabelle était compliquée. Elle venait d'une famille importante de Lyon, habituée à avoir de l'influence, à être écoutée. Quand elle m'a épousé, elle a pensé qu'elle aurait son mot à dire dans les décisions concernant la propriété. Et ce n'était pas le cas. Les traditions de cette famille sont très anciennes, Aurélie. Les femmes ont toujours été protégées, soignées, mais... Il hésita. Mais elles n'ont jamais eu de pouvoir réel. Et elle n'acceptait pas cela. Elle voulait tout moderniser. Elle voulait que je fasse un accord avec Hélène et Marcel, que je partage une partie de l'héritage pour mettre fin à la bataille juridique. Elle disait que c'était la bonne chose à faire. Aurélie se rendit compte qu'elle marchait sur un terrain dangereux, mais le besoin de comprendre était plus fort que la prudence. « Et vous ne vouliez pas? Vous ne connaissez pas Hélène et Marcel ?» La voix d'Étienne durcit. Ils ne voulaient pas seulement de l'argent, ils voulaient le contrôle. Ils voulaient détruire tout ce que ma famille a construit pendant des générations, vendre les terres à des promoteurs, transformer les vignes en lotissements. Alors Isabelle s'est rangée de leur côté? À la fin, oui. Il but le reste de son vin d'un trait. La nuit où elle est morte, nous avons eu la pire dispute de notre mariage. Elle avait découvert certaines irrégularités dans mes affaires, des choses que je faisais pour protéger la propriété de leur cupidité. Quel genre d'irrégularité? Étienne l'étudia pendant un long moment, comme s'il évaluait combien il devait révéler. Voulez-vous vraiment savoir? Ou préférez-vous continuer à penser que vous avez épousé un homme honorable? La question portait un poids qu'Aurélie sentait dans sa poitrine. Elle savait qu'elle était à un point de non-retour. S'il lui disait la vérité, elle ne pourrait plus feindre l'ignorance, ne pourrait plus vivre dans l'innocence protégée du monastère. « Je veux savoir, » dit-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. Étienne se leva et marcha jusqu'à la balustrade de la terrasse,
regardant l'obscurité des vignobles. Cette propriété ne survit pas seulement grâce à la production de vin, pas par les temps qui courent. La concurrence est féroce. Les coûts sont élevés et il y a toujours quelqu'un qui essaie de prendre ce qui nous appartient. Alors comment survit-elle? En offrant d'autres services, discrets, pour des personnes qui ont besoin de déplacer de l'argent sans poser de questions, pour des hommes d'affaires qui ont besoin de résoudre des problèmes de façon non conventionnelle. Aurélie sentit son sang se glacer. Vous parlez de blanchiment d'argent. Entre autres choses, il se retourna pour lui faire face. Cette région est parfaite pour cela. Isolée, respectée, avec une réputation familiale qui écarte les soupçons. Qui remettrait en question les transactions commerciales d'un vignoble centenaire? Et Isabelle l'a découvert. Isabelle a découvert que je n'étais pas l'homme honorable qu'elle pensait avoir épousé. Elle a découvert que pour maintenir notre vie de luxe, pour protéger notre héritage, j'étais devenu l'associé de personnes qu'elle considérait comme des criminels. Aurélie avait l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. L'homme pour qui elle commençait à ressentir quelque chose confessait qu'il était essentiellement un criminel. C'est pour ça qu'elle voulait que vous fassiez un accord avec Hélène et Marcel, pour sortir de ses affaires. Elle voulait que je leur livre tout et que je commence une nouvelle vie ailleurs. Elle disait que nous pouvions vendre notre part de la propriété, déménager à l'étranger, recommencer à zéro. Et vous ne vouliez pas. Cette terre est mon âme, Aurélie. C'est le sang de ma famille, la sueur de générations. Je préférerais mourir plutôt que de la livrer à Hélène et Marcel pour qu'ils la détruisent. Il revint vers la table, mais ne s'assit pas. Il resta debout derrière la chaise, les mains appuyées sur le dossier, la regardant avec une intensité qui lui coupait le souffle. Maintenant, vous savez qui est vraiment votre mari. Un homme qui a choisi le pouvoir plutôt que l'amour. Qui a choisi la terre plutôt que son épouse. C'est pour ça qu'elle est partie cette nuit-là, parce que vous vous étiez disputé à ce sujet. Elle m'a donné un ultimatum. J'avais une semaine pour me retirer de ses affaires où elle partirait, et elle emporterait des preuves à la police. Le silence qui suivit fut assourdissant. Aurélie sentait le poids de cette révélation comme une pierre sur la poitrine. Isabelle n'était pas morte simplement dans un accident. Elle était morte en fuyant un mari qui avait choisi de protéger ses affaires criminelles plutôt qu'elle. « Vous l'aimiez » demanda-t-elle finalement. La question sembla prendre Étienne par « surprise ». Il resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il n'allait pas répondre. « Je pensais que oui, dit-il finalement, mais un véritable amour ne m'aurait pas permis de choisir comme je l'ai fait. Un véritable amour m'aurait fait la suivre. Cette nuit-là m'aurait fait implorer son pardon, m'aurait fait changer. Et maintenant, vous continuez toujours dans ces affaires? Pire. Après la mort d'Isabelle, après qu'Hélène et Marcel ont perdu la bataille juridique, je me suis enterré encore plus profondément dans ce monde, parce que je n'avais plus rien à perdre, parce qu'il n'y avait plus personne qui se souciait assez de moi pour me faire arrêter. Il se pencha sur la table, rapprochant son visage du sien. Jusqu'à maintenant. Le cœur d'Aurélie s'emballa. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour la première fois en 3 ans, il y a quelqu'un dans cette maison qui pourrait me donner envie d'être un homme meilleur, et cela me terrifie. Avant qu'elle ne puisse répondre, il contournait déjà la table, la tirant de sa chaise. Ses mains tenaient son visage avec une délicatesse qui contrastait avec l'urgence dans ses yeux. « Vous devriez avoir peur de moi, » murmura-t-il. « Vous devriez planifier votre fuite. »« Je devrais, » acquiesça-t-elle, mais elle ne s'éloigna pas. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'au monastère, j'ai appris que tout le monde porte des péchés. La différence est que certains ont le courage de les confesser, d'autres se cachent derrière une fausse vertu. Étienne l'étudia comme s'il essayait de déchiffrer un mystère. « Vous êtes très dangereuse, Aurélie Valmont. »« Pourquoi ?»« Parce que vous me donnez envie de choses que je pensais avoir perdues à jamais. » Cette fois, quand il l'embrassa, ce ne fut pas le contact chaste de l'autel. Ce fut un baiser affamé, désespéré, chargé de 3 ans de solitude et de culpabilité. Ses mains s'emmêlèrent dans ses cheveux et elle sentit son corps répondre de manière qu'elle ne comprenait pas, une chaleur liquide se répandant de son centre jusqu'à ses extrémités. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle. Étienne appuya son front contre le sien, les yeux fermés. « Je ne devrais pas vous faire ça, murmura-t-il.
pas après tout ce que je viens de vous avouer. C'est peut-être exactement pour ça que vous le devriez, répondit-elle, surprise par sa propre audace. Il ouvrit les yeux et la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Vous n'êtes pas la jeune fille innocente que j'ai cherchée au monastère. Non, je ne le suis plus. Êtes-vous sûr de vouloir découvrir qui vous êtes vraiment? Parce qu'une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. En réponse, elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa à nouveau, déversant dans ce baiser toute la curiosité, toute la frustration, tout le désir qui s'éveillait en elle depuis son arrivée dans cette maison. Cette fois, ce fut Étienne qui s'écarta, mais ses yeux brillaient de quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Pas seulement du désir, mais quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Pas ici, dit-il, regardant autour de la terrasse éclairée. Pas là où n'importe quel employé peut nous voir. Il la prit par la main et la conduisit à l'intérieur de la maison, montant l'escalier principal jusqu'au 2e étage. Mais au lieu de s'arrêter dans le couloir de ses appartements, il continua à monter jusqu'au 3e étage. « Étienne, où allons-nous » ? « Dans ma chambre, » répondit-il sans se retourner. « Si nous faisons cela, ce sera comme il se doit. » Le baissa. Chambre d'Étienne occupait tout un côté du 3e étage, avec de larges fenêtres qui donnaient sur les vignobles et les montagnes au loin. Elle était décorée dans des tons masculins, bois sombre, cuir couleur neutre, mais il y avait un luxe sobre qui parlait de richesse sans ostentation. Quand la porte se referma derrière eux, Aurélie ressentit un mélange de nervosité et d'anticipation. Elle était seule dans la chambre d'un homme pour la première fois de sa vie, et ce n'était pas n'importe quel homme, c'était son mari, un homme qui venait d'avouer être impliqué dans des activités criminelles, un homme qui portait la culpabilité de la mort de sa première épouse. Étienne s'arrêta au centre de la pièce, dos à elle, les mains dans les poches. « Il est encore temps de changer d'avis, » dit-il sans se retourner. « Vous pouvez sortir maintenant et faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. »« Et vous? Voulez-vous que je parte ?»« Non. » La réponse fut immédiate, définitive. « Mais je ne veux pas que vous fassiez quelque chose que vous regretterez. » Aurélie s'approcha de lui par derrière, touchant légèrement son dos à travers sa chemise. Elle le sentit se tendre sous son toucher. « La seule chose que je regrette est d'avoir attendu si longtemps pour faire cela. » Il se retourna alors, et ce qu'elle vit dans ses yeux lui coupa le souffle. C'était du désir, oui, mais aussi quelque chose qui ressemblait suspicieusement à de l'adoration. « Vous êtes sûr ?» En réponse, elle commença à défaire les boutons de son propre chemisier, les doigts tremblant légèrement. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle faisait, mais elle savait qu'elle voulait le faire. Elle voulait découvrir les secrets de son propre corps, voulait connaître les caresses d'un homme, voulait se sentir vivante d'une façon qu'elle n'avait jamais expérimentée. Étienne l'observa en silence, ses yeux sombres suivant chaque mouvement de ses doigts. Quand le chemisier tomba au sol, révélant la chemise de nuit simple en dessous, il fit un pas vers elle. « Vous êtes magnifique » murmura-t-il, touchant son visage avec révérence. « Plus belle que ce que n'importe quel homme mérite. »« Alors, montrez-moi ce que c'est d'être désiré » chuchota-t-elle, et il lui montra. Avec des mains douces mais fermes, avec des baisers qui exploraient chaque centimètre de peau exposée, avec des mots murmurés en français et en italien qu'elle ne comprenait pas complètement, mais qui faisaient vibrer son corps de plaisir. Canti. Ils s'abandonnèrent finalement l'un à l'autre. Ce fut avec une urgence qui parlait de bien plus qu'une simple attraction physique. C'était la fin de deux êtres solitaires qui trouvaient enfin une connexion. Le besoin de deux cœurs blessés qui trouvèrent la guérison dans le toucher de l'autre. Après, allongée dans l'obscurité de la chambre, avec Aurélie blottie contre la poitrine d'Étienne, elle trouva enfin le courage de poser la question qui la hantait depuis qu'elle avait trouvé la coupure de journal. « Étienne ? Oui. Avez-vous tué Isabelle ?» Le silence qui suivit fut si long qu'elle pensa qu'il s'était endormi. Quand il répondit enfin, sa voix était presque inaudible. « Pas directement, mais mes choix l'ont tué. Ce n'est pas la même chose. » « Pour moi, si. » Ses bras se resserrèrent autour d'elle. « Et pour vous ? Cela change-t-il quelque chose de savoir que je suis responsable de la mort de ma première épouse ?» Aurélie resta silencieuse, réfléchissant. Elle aurait dû être horrifiée, aurait dû planifier son évasion.
mais tout ce qu'elle ressentait était une étrange compassion pour cet homme qui portait tant de poids seul. « Oui, cela change, dit-elle finalement, parce que maintenant je sais que vous avez besoin de quelqu'un qui vous empêche de faire le même choix à nouveau. Et vous pensez pouvoir être cette personne? Je pense que je le suis déjà. » Il embrassa le sommet de sa tête et elle sentit quelque chose de mouillé toucher ses cheveux. Étienne Valmont, l'homme qui contrôlait l'une des plus grandes propriétés viticoles de Provence, pleurait-il. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez, murmura-t-il. Alors apprenez-moi. » Et dans l'obscurité de cette chambre, tandis que les vignobles murmuraient des secrets dans le vent nocturne, Aurélie sut que sa vie avait changé pour toujours. Elle n'était plus la novice innocente du monastère. Elle était l'épouse d'un homme dangereux, impliqué dans une toile de secrets et de crimes qu'elle commençait à peine à comprendre. Mais pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment vivante. Aurélie se réveilla au premier, rayon du soleil qui entrait par les larges fenêtres de la chambre d'Étienne, son corps encore endolori et sensible des découvertes de la nuit précédente. Pendant un moment, elle fut désorientée, habituée à l'environnement austère de sa propre chambre. Puis les souvenirs revinrent comme une vague chaude, les baisers, les confessions, la manière dont Étienne l'avait touchée comme si elle était quelque chose de précieux et fragile à la fois. Elle se tourna, s'attendant à le trouver à ses côtés, mais le lit était vide. Seul l'oreiller gardait encore son odeur, ce mélange de Cologne boisée et de quelque chose de purement masculin qu'elle reconnaîtrait désormais n'importe où. De la salle de bain venait le son de l'eau courante. Il prenait une douche. L'eau s'assit dans le lit, tirant le drap pour couvrir son corps nu, et pour la première fois depuis son arrivée au manoir, elle se sentit vraiment chez elle. Pas seulement parce qu'elle avait découvert les plaisirs de l'intimité physique, mais parce qu'elle avait enfin le sentiment d'appartenir à un endroit, d'avoir un but au-delà des prières et de l'obéissance. Le bruit de l'eau s'arrêta, et quelques instants plus tard, Étienne sortit de la salle de bain avec seulement une serviette enroulée autour de la taille. Des gouttes d'eau coulaient encore sur les muscles définis de sa poitrine, et quand ses yeux rencontrèrent les siens, un sourire lent et sensuel courba ses lèvres. « Bonjour, dit-il, s'approchant du lit. Avez-vous bien dormi ? » « Mieux que n'importe quelle nuit de ma vie, » répondit-elle honnêtement, sentant la chaleur monter à ses joues, en se rappelant combien elle avait été audacieuse dans les heures d'obscurité. Étienne s'assit au bord du lit et tendit la main pour toucher son visage. « Vous ne regrettez pas ? Et vous ? » ?»« Jamais. » Il se pencha pour l'embrasser, un baiser doux qui s'intensifia rapidement quand elle passa les bras autour de son cou. « Mais nous devons parler de certaines choses. »« Quel genre de choses ?» Étienne soupira et s'éloigna, passant la main dans ses cheveux encore humides. « Hier soir, après que vous vous êtes endormi, j'ai reçu un appel. Hélène et Marcel viennent ici. » Aurélie sentit un froid dans le ventre. « Quand ?»« Cet après-midi. Ils disent qu'ils veulent résoudre des questions familiales en suspens. » Il se leva et commença à s'habiller, les mouvements tendus. Ça n'a jamais été bon signe quand ces deux-là décident d'apparaître ensemble. « Que veulent-ils ? Je ne sais pas exactement, mais je soupçonne que cela a un rapport avec vous. »« Avec moi ?» Aurélie se redressa, surprise. « Mais ils ne me connaissent même pas. Ils en savent assez. Hélène a des contacts partout, et je suis sûr qu'elle a déjà enquêté sur chaque détail de votre vie. » Étienne mit sa chemise et se tourna pour lui faire face. « Y compris des choses que vous ne savez peut-être pas vous-même. » Il y avait quelque chose dans son ton qui la rendit inquiète. « De quoi parlez-vous ?»« Aurélie, ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous avez été abandonnée spécifiquement dans ce monastère? Pourquoi je savais exactement où vous trouver? Pourquoi les sœurs ont accepté si facilement de vous donner à moi en mariage ?» Ces questions la frappèrent comme des coups de poing dans l'estomac. En fait, oui, elle s'était posé ces questions, mais avait toujours supposé qu'il s'agissait de coïncidences, que Dieu avait guidé les événements de sa vie. « Vous insinuez que... » Elle ne put terminer sa phrase. « Je dis que votre présence, dans ce monastère, notre mariage, tout cela peut faire partie d'un plan beaucoup plus vaste que nous ne l'imaginons. » Aurélie quitta le lit, s'enveloppant dans le drap et marcha jusqu'à la fenêtre. Les vignobles s'étendaient à perte de vue, mais ils semblaient maintenant moins accueillants, plus menaçants. « Hélène et Marcel ont-ils quelque chose à
Voir avec cela? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir aujourd'hui. Étienne s'approcha derrière elle, l'enveloppant dans ses bras. Mais je vous promets une chose. Je ne les laisserai pas vous faire de mal. Et s'ils ont informations sur qui je suis vraiment, sur ma véritable famille, alors nous y ferons face ensemble. La fermeté de sa voix la rassura un peu, mais Aurélie ne put se débarrasser de la sensation que sa vie était sur le point d'être bouleversée, une fois de plus. Après qu'Étienne fut parti pour ses activités matinales, promettant d'être de retour avant l'arrivée des visiteurs, Aurélie décida qu'elle n'attendrait pas passivement. Si Hélène et Marcel venaient avec des informations sur son passé, elle voulait être préparée. Elle retourna au bureau d'Étienne, cette fois avec un objectif précis. S'il était impliqué dans des affaires douteuses, il devait avoir des dossiers, des documents. Quelque chose qui expliquerait les connexions de sa famille. Et s'il y avait quelque chose sur elle-même qu'elle ne savait pas, peut-être y trouverait-elle des indices. Le bureau était trop bien rangé, sans papier, important laissé à la vue. Mais il y avait des tiroirs, et l'un d'eux était verrouillé. Aurélie chercha une clé vérifiant sous les objets décoratifs et dans d'autres compartiments, jusqu'à ce qu'elle la trouve collée avec du ruban adhésif sous le bureau. Le tiroir, verrouillé, révéla des dossiers organisés avec des noms et des dates. L'un d'eux attira immédiatement son attention. Monastère Sainte-Catherine, dons et correspondance. À l'intérieur, elle trouva des reçus de virements bancaires datant de plus de 20 ans, bien avant qu'Étienne n'épouse Isabelle, bien avant sa propre naissance. Il y avait aussi des lettres, des correspondances entre Étienne et sœur, Bénédicte qui parlait de la jeune fille, de manière vague mais soignée. Une lettre en particulier la glaça. « Cher Étienne, conformément à notre accord, l'enfant est élevé sans connaissance de ses origines. C'est une fille douce et obéissante, qui deviendra une épouse adéquate le moment venu. Les caractéristiques physiques que vous avez mentionnées se développent comme prévu. Les cheveux dorés sont exactement comme vous les avez décrits. » La lettre était datée d'il y a 15 ans, quand Aurélie n'avait que 4 ans. Étienne l'observait depuis si longtemps, planifiant ce mariage depuis qu'elle était enfant. Les mains tremblantes, elle continua à lire. Il y avait des photographies, des images d'elle à différents âges, toujours de loin, comme si elles avaient été prises secrètement, lors des rares sorties du monastère. Et il y avait un autre document qui lui donna l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds, un certificat de naissance avec son nom, mais avec des informations sur les parents qu'elle n'avait jamais vus. Nom de la mère, Isabelle Marchand, nom. Du père, Gilberte Valmont. Gilberte Valmont, le père d'Étienne. Aurélie laissa tomber les papiers, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre. Si ce certificat était authentique, si Gilberte Valmont était vraiment son père, cela signifiait qu'elle et Étienne étaient demi-frères et sœurs. Cela signifiait que leur mariage était non seulement arrangé, mais incestueux. Mais il y avait plus. Dans le même dossier, elle trouva un rapport médical sur Gilberte Valmont, daté de quelques mois avant sa mort. Le rapport mentionnait des révélations sur une paternité antérieure et la nécessité d'une reconnaissance légale de descendance illégitime pour protection patrimoniale. Gilbert avait découvert son existence peu avant de mourir. Et il avait modifié son testament non seulement pour déshériter Hélène et Marcel, mais pour inclure une clause sur les descendants non reconnus précédemment. Aurélie étudiait les documents avec une horreur croissante quand elle entendit des voix venant de la cour principale. Elle courut à la fenêtre et vit une Mercedes noire arrêtée à l'entrée, d'où sortaient un homme et une femme élégamment vêtus. Hélène et Marcel étaient arrivés plus tôt que prévu. Rapidement, elle photographia les documents, les plus importants avec un téléphone portable qu'Étienne lui avait donné, remit tout en place dans le tiroir et courut vers sa chambre. Elle devait se ressaisir, devait comprendre ce que ces révélations signifiaient avant d'affronter les personnes qui pourraient avoir encore plus de réponses. Mais elle n'eut pas le temps. Madame Moreau frappa à sa porte quelques minutes plus tard, l'informant que les visiteurs demandaient à lui parler immédiatement. Ils ont dit que c'était au sujet d'affaires familiales urgentes, expliqua la gouvernante, mais il y avait de l'inquiétude dans ses yeux. Monsieur Étienne n'est pas encore revenu. Aurélie s'habilla rapidement avec l'une des robes les plus élégantes qu'elle possédait, un ensemble bleu marine qu'Étienne avait fait faire spécialement pour elle. Si elle devait affronter Hélène et Marcel, elle le ferait
avec dignité. Elle les trouva dans le salon principal, installés dans les canapés en cuir, comme s'ils étaient les propriétaires de la maison. Hélène était une femme d'environ 50 ans, blonde platine, avec le genre de beauté qui parlait de chirurgie plastique coûteuse et beaucoup d'argent dépensé en entretien. Marcel, son fils, semblait avoir hérité d'elle le goût de l'ostentation. Il portait un costume clairement importé et une montre, qui valait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. « Alors c'est vous, la nouvelle Madame Valmont », dit Hélène, étudiant Aurélie de haut en bas avec des yeux calculateurs. Très jeune, très innocente. « C'est un plaisir de vous rencontrer », répondit Aurélie, gardant la voix ferme malgré sa nervosité. « Le plaisir est pour nous, ma chère », dit Marcel, mais il y avait quelque chose de désagréable dans son sourire, surtout si l'on considère que nous sommes pratiquement de la famille. Le choix des mots n'était pas accidentel et Aurélie sentit qu'il savait exactement qui elle était. « Étienne n'est pas là ?» demanda Hélène, regardant autour d'elle comme si elle s'attendait à le voir apparaître. « Il règle des affaires dans les vignobles. Il devrait revenir bientôt. »« Quel dommage. Nous voulions vous parler à tous les deux ensemble. » Hélène croisa élégamment les jambes. « Mais c'est peut-être mieux ainsi. Certaines conversations sont plus faciles entre femmes. » Aurélie s'assit dans le fauteuil face aux deux visiteurs, essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas. « De quoi vouliez-vous parler ?»« De votre véritable identité, ma chère, » dit Marcel, « et de la façon dont elle change complètement la situation de cette propriété. »« Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Hélène rit un son sans humour. « Bien sûr que si. Ou du moins vous vous en doutez. Une jeune femme intelligente comme vous a dû se demander pourquoi Étienne est allé vous chercher spécifiquement dans ce monastère. Pourquoi il s'est intéressé à une novice orpheline, alors qu'il aurait pu choisir n'importe quelle femme de la haute société. Il m'a expliqué qu'il voulait une épouse qui ne poserait pas de questions, interrompit Marcel, qui accepterait tout sans discuter. Ma chère belle-sœur, vous avez été très mal informée sur les motifs de votre mariage. Belle-sœur. Le mot résonna dans l'esprit d'Aurélie comme un glas funèbre. Arrêtons de faire semblant, dit Hélène, ouvrant un dossier en cuir qu'elle avait apporté. Nous savons qui vous êtes, Isabelle Marchand-Valmont, fille illégitime de Gilberte. Valmont avec l'une de ses maîtresses françaises. Aurélie tenta de garder une expression neutre, mais elle savait que sa surprise était inscrite sur son visage. Ah, alors Étienne ne vous a pas encore raconté cette partie de l'histoire, observa Hélène avec une satisfaction cruelle. Comme, c'est intéressant. Il a épousé sa propre demi-sœur et n'a pas eu le courage de lui dire la vérité. C'est impossible, murmura Aurélie, mais sa voix sonnait faible même à ses propres oreilles. C'est tout à fait possible, et nous avons les preuves. Marcel sortit des documents du dossier. Certificat de naissance original, test ADN que Gilbert a fait faire secrètement avant de mourir, et le testament final qui reconnaît votre existence et vos droits sur l'héritage familial. Aurélie prit les papiers d'une main tremblante. Ils étaient différents de ceux qu'elle avait trouvés dans le bureau d'Étienne. Ceux-ci étaient plus complets, plus officiels, et ils confirmaient sa pire crainte. Elle était bien la fille de Gilbert Valmont. Gilbert a découvert votre existence grâce à Hélène, continua Marcel. Elle avait engagé des enquêteurs pour trouver toute information qui pourrait être utilisée contre Étienne dans la dispute sur l'héritage. Imaginez sa surprise quand elle a découvert qu'il y avait une fille secrète que même Étienne ne connaissait pas. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» demanda Aurélie, essayant encore de traiter les informations. « Parce que vous avez droit à 50% de cette propriété, » dit Hélène. « Et nous sommes ici pour vous aider à revendiquer ce qui vous appartient. » En échange de quoi? Hélène sourit, et pour la première fois sembla authentiquement satisfaite. En échange de votre divorce d'avec Étienne et de votre association avec nous pour administrer correctement la propriété. Loin des affaires louches qu'il entretient. Vous êtes au courant de ces affaires? Nous savons tout, ma chère, dit Marcel. Blanchiment d'argent, facilitation de transactions illégales, connexion avec des personnes très dangereuses. Gilbert a peut-être protégé Étienne de son vivant, mais maintenant il n'y a plus personne pour couvrir ses activités. Aurélie avait l'impression d'être dans des montagnes russes émotionnelles. En moins de 24 heures, elle avait découvert que son mari était un criminel, avait perdu sa virginité avec lui, et maintenant elle découvrait qu'il était son demi-frère et qu'elle avait droit à une fortune.
Et si je ne veux pas divorcer de lui? La question sortit avant qu'elle ne puisse se censurer, et les deux visiteurs échangèrent des regards significatifs. « Ma chère, dit Hélène d'un ton condescendant, vous avez été élevée par des religieuses, vous avez vécu isolée du monde pendant 19 ans. Vous ne connaissez rien aux relations, aux hommes, à la vraie vie. Étienne a profité de votre innocence. De plus, ajouta Marcel, il a commis un crime en vous épousant. L'inceste est un crime en France, même lorsque les personnes impliquées ne connaissent pas leur parenté. Mais je ne savais pas non plus. Bien sûr que non, dit Hélène avec une fausse sympathie. Vous êtes la victime dans cette histoire. C'est pourquoi nous sommes ici pour vous aider. Aurélie étudia les deux visiteurs, essayant de comprendre leur véritable motivation. Il était évident qu'ils n'étaient pas là par bonté. Ils voulaient quelque chose d'elle. Et c'était probablement bien plus qu'une simple association dans les affaires. « J'ai besoin de temps pour réfléchir à cela, » dit-elle finalement. « Bien sûr, acquiesça Hélène. Mais pas trop de temps. Nous avons des informations selon lesquelles la police judiciaire enquête sur les activités d'Étienne. Ce serait mieux pour vous de vous distancer de lui avant que le scandale n'éclate. »« Combien de temps ai-je ? » ?»« 1 semaine, dit Marcel. « Après cela, nous serons obligés de prendre des mesures plus drastiques pour protéger nos intérêts et les vôtres. » La menace était claire, même enveloppée dans un langage civilisé. Aurélie se leva, signalant que la conversation était terminée. « Je vais considérer votre proposition, dit-elle. Mais maintenant, j'aimerais que vous partiez. Mon mari ne sera pas content de vous trouver ici à son retour. » Hélène et Marcel se levèrent également, mais leurs expressions montraient qu'ils n'étaient pas habitués à être congédiés si facilement. « Une dernière chose, ma chère, dit Hélène, s'arrêtant à la porte. Isabelle Marchand, votre mère n'est pas morte en couche comme les sœurs vous l'ont dit. Elle a été assassinée. » Aurélie sentit son sang se glacer. « Quoi ?» ?»« Assassinée par Gilberte Valmont quand elle a menacé de révéler leur liaison et d'exiger une reconnaissance pour vous. » Hélène sourit avec cruauté. « Demandez à votre mari s'il le savait. Demandez-lui si la famille Valmont a l'habitude de faire taire les femmes gênantes. » Et sur ces mots, ils sortirent, laissant Aurélie seule avec des révélations qui semblèrent détruire tout ce en quoi elle avait cru concernant sa vie, son mariage et son identité. Elle resta immobile dans le salon pendant plusieurs minutes, essayant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Elle était la fille illégitime de Gilberte Valmont. Sa mère avait été assassinée. Son mariage avec Étienne était techniquement incestueux, et Hélène et Marcel voulaient l'utiliser pour prendre la propriété. Quand elle put enfin bouger, elle monta en courant dans sa chambre et verrouilla la porte. Elle avait besoin d'organiser ses pensées, de décider à qui faire confiance. Les documents qu'Hélène et Marcel avaient montrés semblaient authentiques, mais ils avaient clairement leurs propres intérêts. Et Étienne lui avait menti, ou du moins avait omis des vérités cruciales. Elle était assise sur le lit, essayant encore d'organiser ses pensées, quand elle entendit le bruit d'une camionnette arrivant dans la cour. Étienne était de retour. Quelques minutes plus tard, il frappait à la porte de sa chambre. « Aurélie, Madame Moreau m'a dit qu'Hélène et Marcel étaient venus. Tout va bien ?» Elle ouvrit la porte et il sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient, et il y avait une tension dans son corps qui n'était pas là le matin. « Que vous ont-ils dit ?» demanda-t-il, entrant dans la chambre et fermant la porte. « La vérité, » répondit-elle, observant attentivement sa réaction, ou du moins une partie. Étienne ferma les yeux et passa la main sur son visage. Quelle vérité! Que je suis la fille de Gilberte Valmont, que nous sommes demi-frères et sœurs, que notre mariage est incestueux et que vous le saviez depuis le début. Le silence qui suivit fut assourdissant. Étienne ne nia pas, ne protesta pas, ne parut pas surpris. Il s'assit simplement lourdement au bord du lit. « Pas depuis le début, » dit-il finalement. « Je l'ai découvert il y a 3 ans, peu avant la mort de mon père. Il m'a avoué l'existence d'Isabelle, de vous, de ce qu'il avait fait. Et vous avez décidé de m'épouser quand même ? » « J'ai décidé de vous épouser à cause de cela. » Il leva les yeux pour la regarder. « Vous êtes ma famille, Aurélie, la seule famille qui me reste. Je ne pouvais pas laisser Hélène et Marcel découvrir votre existence et vous utiliser contre moi. Alors vous m'avez utilisé d'abord. Au début, oui, l'honnêteté brutale dans sa voix l'a surpris. Mais
Ce n'est plus comme ça. Après la nuit dernière, après vous avoir vraiment connu, ce n'est plus seulement une question de protection ou de convenance. Qu'est-ce alors? C'est de l'amour, dit-il simplement. Erroné, compliqué, interdit, mais c'est de l'amour. Aurélie sentit des larmes brûler ses yeux. Comment cela peut-il être de l'amour? Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes des demi-frères et sœurs qui se sont rencontrés adultes, qui ont été élevés séparément, qui n'ont pas partagé une enfance ou une éducation familiale. Étienne s'approcha d'elle. Je sais que c'est compliqué, je sais que la société va juger, mais ce que je ressens pour vous est réel. Hélène a dit que notre mère a été assassinée par Gilberte. Étienne acquiesça gravement. C'est vrai, Isabelle a menacé de tout révéler, de causer un scandale. Gilbert était jeune, ambitieux et avait beaucoup à perdre. Alors il a résolu le problème de façon permanente. Et cela ne vous dérange pas que votre père ait été un assassin? Bien sûr que si. Pourquoi pensez-vous que j'ai passé toute ma vie à essayer d'être différent de lui? Étienne prit ses mains. Pourquoi pensez-vous que j'essaie de vous protéger? Me protéger? Vous m'avez menti, vous m'avez manipulé, vous m'avez épousé en sachant que nous étions frères et sœurs, parce que c'était le seul moyen de vous garder en sécurité. Sa voix s'éleva pour la première fois. Hélène et Marcel auraient fini par découvrir votre existence, et quand ils l'auraient fait, ils vous auraient utilisé comme une arme contre moi, ou pire. Ils auraient trouvé un moyen de vous éliminer comme Gilbert l'a fait avec Isabelle. Alors toute cette passion entre nous, toute cette intimité, c'était juste vous qui me protégiez? Étienne l'attira à lui, la forçant à le regarder dans les yeux. Ce qui s'est passé entre nous hier soir n'avait rien à voir avec la protection ou la manipulation. C'était réel, c'était vrai, et c'était la première fois depuis des années que je me sentais vraiment vivant. Aurélie voulait le croire, voulait croire qu'au moins les sentiments étaient authentiques. Mais il y avait tant de mensonges, tant de révélations qu'elle ne savait plus à quoi se fier. Hélène et Marcel veulent que je divorce de vous et que je m'associe à eux pour gérer la propriété. Et vous allez le faire? La question portait tant de peur, tant de vulnérabilité, qu'elle sentit son cœur se serrer. Malgré tout, les mensonges, les révélations choquantes, la complexité morale de la situation, Étienne semblait véritablement terrifié à l'idée de la perdre. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce que tout cela signifie. » Combien de temps? Hélène m'a donné 1 semaine pour décider. Étienne rit amèrement. Comme c'est généreux. Étienne, j'ai besoin de savoir une chose, et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Ce que vous voulez. Avez-vous tué Isabelle? Vraiment cette fois. Pas métaphoriquement, pas par vos choix. Avez-vous physiquement tué votre première épouse? Il la regarda dans les yeux pendant un long moment, et quand il répondit, sa voix était ferme et claire. Non, je n'ai pas tué Isabelle, mais je sais qui l'a tuée. La révélation frappa Aurélie comme la foudre. Qui? Marcel. Il a découvert qu'Isabelle rassemblait des preuves contre moi, des preuves qui pouvaient non seulement me détruire, mais aussi révéler des connexions qui compromettaient d'autres affaires de la famille. Hélène a donné l'ordre, et Marcel l'a exécuté. Vous avez des preuves? Quelques-unes. Pas suffisantes pour un tribunal, mais suffisantes pour ma propre conscience. Et vous n'avez jamais essayé de les dénoncer. Comment? Sans me compromettre. Moi-même et toutes les affaires qui maintiennent cette propriété en fonctionnement, Étienne soupira. De plus, Isabelle était déjà morte. Dénoncer Marcel ne la ramènerait pas. Aurélie s'éloigna de lui, marchant jusqu'à la fenêtre. Dehors, les vignobles semblaient paisibles dans la lumière de l'après-midi, mais elle savait maintenant qu'ils cachaient des secrets sanglants. Donc Hélène et Marcel ont tué Isabelle. Gilbert a tué ma mère, et vous avez choisi de m'épouser pour me protéger d'être la prochaine victime. Essentiellement oui. Et ils savent que vous savez pour Isabelle? Ils s'en doutent. C'est pourquoi ils n'ont jamais rien tenté directement contre moi. Nous en savons trop les uns sur les autres pour une guerre ouverte. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, acquiesça Étienne. Votre existence change l'équilibre du pouvoir. Si vous vous joignez à eux, ils peuvent me détruire sans conséquence. Si vous restez avec moi, nous aurons assez de force pour résister. Et si je ne veux choisir aucun des deux camps, et si je veux simplement partir, commencer une nouvelle vie loin de toute cette folie? Étienne s'approcha d'elle à nouveau, mais cette fois, il n'essaya pas de la toucher. Vous pouvez essayer, mais ils ne vous laisseront jamais en paix.
Vous connaissez trop de secrets. Vous avez trop de droits sur l'héritage. Hélène et Marcel vous poursuivront pour le reste de votre vie. Et vous? Je vous suivrai jusqu'au bout du monde si nécessaire. Mais je ne vous laisserai pas non plus en paix, parce que je sais maintenant que je ne peux pas vivre sans vous. La confession fut faite avec une simplicité dévastatrice qui fit battre le cœur d'Aurélie plus fort. Malgré tout, les circonstances impossibles, les secrets familiaux, la moralité douteuse, elle savait qu'elle ressentait la même chose. « Nous sommes complètement fous », murmura-t-elle. « Probablement », acquiesça Étienne. « Mais fous ensemble vaut mieux que saints d'esprit et seuls. » Aurélie se tourna pour lui faire face, étudiant son visage comme si elle essayait de déchiffrer la vérité derrière ses paroles. « Si nous restons ensemble, si nous affrontons Hélène et Marcel, vous arrêterez les affaires illégales. Si, c'est ce que vous voulez. C'est le cas. Alors oui, nous trouverons un moyen de nettoyer les affaires de la famille. Et à propos de notre parenté, comment allons-nous gérer cela? » Étienne hésita. « Je ne sais pas. Peut-être devrons-nous vivre avec ce secret pour le reste de notre vie. Peut-être devrons-nous quitter la France, aller quelque part où personne ne nous connaît. Ou peut-être devrons-nous accepter que certaines formes d'amour sont plus fortes que les conventions sociales. » Il la regarda avec surprise. « Vous dites que vous voulez rester, même en sachant tout? » « Je dis que pour la première fois de ma vie, j'ai un véritable choix. Et je vous choisis, vous. » Étienne l'attira alors dans ses bras, l'embrassant, avec une intensité qui parlait de soulagement, de gratitude et d'un amour désespéré qui défiait toutes les règles. « Ce ne sera pas facile, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Rien de ce qui en vaut la peine n'est facile, » répondit-elle. Et tandis qu'ils s'abandonnaient l'un à l'autre une fois de plus, tous deux savaient qu'ils venaient de déclarer la guerre à Hélène et Marcel, à la société et aux circonstances mêmes qui les avaient unis. Mais ils savaient aussi qu'ils affronteraient tout cela ensemble. La bataille pour la famille Valmont ne faisait que commencer. Les 3 jours suivants passèrent dans une tension presque insupportable. Étienne annula toutes ses réunions d'affaires et resta sur la propriété, comme si sa présence pouvait protéger Aurélie d'une menace invisible. Elle, de son côté, se plongea dans une enquête méticuleuse, utilisant sa nouvelle position d'héritière pour accéder à des archives familiales qui étaient auparavant hors de sa portée. Ce fut le 3e jour qu'elle trouva ce qu'elle cherchait. Caché dans une pièce secrète derrière la bibliothèque, un compartiment qu'elle ne découvrit que par hasard, lorsqu'un des livres les plus anciens bougea de façon étrange, il y avait un coffre-fort ancien. La combinaison était notée dans un agenda personnel de Gilberte, et à l'intérieur du coffre, Aurélie trouva une collection de documents qui allaient tout changer. Des lettres d'Isabelle Marchand à Gilberte, datées de quelques jours avant sa mort. Dans ces lettres, sa mère biologique non seulement confirmait la paternité, mais menaçait également d'exposer d'autres secrets de la famille Valmont, y compris des liens avec des groupes criminels et des preuves de corruption remontant à des décennies. Mais le plus choquant, c'étaient les enregistrements. D'anciennes cassettes avec des conversations entre Gilbert et des personnes qu'Aurélie ne reconnaissait pas, discutant du problème Isabelle et de la façon de la faire taire définitivement. L'une des voix était clairement celle d'Hélène, beaucoup plus jeune mais reconnaissable, et il y avait plus. Des documents financiers montrant des transferts suspects, des photographies de réunions secrètes, et même un rapport d'enquête privée que Gilbert avait commandé sur les activités d'Hélène et Marcel, un rapport qui révélait qu'il planifiait de prendre la propriété depuis plus d'une décennie. Aurélie étudia tout méticuleusement, photographia chaque document avec son téléphone portable et eut alors une idée qui la surprit par sa propre audace. Elle n'allait pas seulement se défendre d'Hélène et Marcel, elle allait attaquer. Ce soir-là, pendant le dîner, elle partagea sa découverte avec Étienne, observant son expression passer de la surprise à l'admiration, tandis qu'elle expliquait son plan. « Vous êtes sûr de vouloir faire cela ?» demanda-t-il quand elle eut terminé. « C'est dangereux. S'ils se sentent acculés, ils pourraient tenter quelque chose de désespéré. » « Ils ont déjà tenté quelque chose de désespéré quand ils ont tué Isabelle, » répondit Aurélie, surprise par la fermeté de sa propre voix. « Et ils ont tué ma mère avant cela. Je ne vais pas attendre d'être la prochaine. » Étienne l'étudia avec un mélange de fierté et d'inquiétude. La femme assise devant lui
n'était plus la novice, timide qu'il était allé chercher au monastère. En quelques jours, Aurélie s'était transformée en quelqu'un capable d'affronter les pires aspects de sa famille, avec un courage qu'il avait lui-même mis des années à développer. « Nous avons besoin d'aide, dit-il finalement. Nous ne pouvons pas affronter Hélène et Marcel seuls, j'y ai déjà pensé. » Aurélie sourit, et il y avait quelque chose de presque prédateur dans ce sourire. « Vous vous souvenez que vous avez dit avoir quelques preuves sur l'assassinat d'Isabelle, mais pas suffisamment pour un tribunal. » « Oui. Eh bien, maintenant nous avons des preuves concernant ma mère aussi, et j'ai une amie qui peut nous aider. »« Quelle amie ? Sœur Bénédicte. » Étienne la regarda avec surprise. La mère supérieure du monastère. La même mère supérieure qui a correspondu avec vous pendant des années à mon sujet, qui a reçu de généreux dons de la famille Valmont, et qui en sait probablement beaucoup plus sur ses secrets que quiconque ne l'imagine. Aurélie se pencha au-dessus de la table. Elle n'a peut-être pas participé directement au crime, mais elle a certainement été complice en me gardant ignorante de ma véritable identité. Et vous pensez qu'elle va nous aider ? Je pense qu'elle fera n'importe quoi pour sauver la réputation du monastère quand elle saura que tous les dons qu'elle a reçus provenaient d'argent sale. Le lendemain, Aurélie téléphona à sœur Bénédicte et organisa une rencontre au monastère. Étienne proposa de l'accompagner, mais elle refusa. Cette conversation devait avoir lieu entre femmes. Le voyage de 2 heures jusqu'au monastère lui donna le temps d'organiser ses pensées et de se préparer émotionnellement à affronter la femme qui avait été sa figure maternelle pendant 19 ans. Lorsque les portails familiers apparurent en vue, Aurélie ressentit un étrange mélange de nostalgie et de colère. Sœur Bénédicte la reçut dans le bureau de la mère supérieure, le même environnement austère où elle avait annoncé le mariage arrangé. Mais cette fois, la dynamique était complètement différente. Aurélie n'était plus une fille obéissante. C'était une femme qui venait chercher des réponses. « Vous êtes différente », observa la mère supérieure après les salutations formelles. « Le mariage vous a fait du bien. »« Le mariage m'a ouvert les yeux, » répondit Aurélie, « sur beaucoup de choses que vous m'avez cachées. » Sœur Bénédicte soupira comme si elle savait que ce moment arriverait inévitablement. « Qu'avez-vous découvert ?»« Que je suis la fille de Gilbert Valmont, que ma mère a été assassinée par lui, que vous saviez tout et m'avez gardé dans l'ignorance pendant des années. » Aurélie sortit quelques-uns des documents de son sac, et que le monastère a survécu financièrement grâce à de l'argent taché de sang. La mère supérieure pâlit à mesure qu'Aurélie présentait les preuves. Les lettres entre elle et Étienne, les reçus de dons, les photographies d'Aurélie, enfant qui avaient été envoyés secrètement. « Nous ne savions pas pour les meurtres, » dit finalement sœur Bénédicte. « Nous savions seulement que Gilberte avait une fille qui devait être protégée et éduquée loin de la famille. » Protégée de quoi? D'Hélène et Marcel. Gilberte nous a dit qu'ils étaient dangereux, qu'ils feraient n'importe quoi pour détruire. La lignée légitime des Valmont. Alors vous saviez que j'avais droit à l'héritage. Nous savions que vous étiez une héritière non reconnue. Gilbert nous a payé pour vous élever convenablement, pour vous éduquer à être une épouse digne quand le moment viendrait. Aurélie eut la nausée. Vous m'avez élevé comme un produit, une marchandise à livrer quand ce serait commode. Nous, vous avons aimé comme une fille, protesta sœur Bénédicte, mais sa voix manquait de conviction. Nous avons fait de notre mieux dans les circonstances. Les circonstances qui incluaient d'accepter de l'argent sale et de mentir à une enfant sur son identité toute sa vie. Sœur Bénédicte se leva et marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin où Aurélie avait passé tant d'heures à travailler. « Que voulez-vous de nous maintenant ? Je veux que vous témoigniez. Je veux que vous confessiez tout à la police. Je veux que vous aidiez à rendre justice pour les morts d'Isabelle Marchand et d'Isabelle Valmont. Et si nous refusons ?» Aurélie se leva également, s'approchant de la mère supérieure. « Alors, j'exposerai publiquement que ce monastère a été financé pendant des décennies avec de l'argent provenant d'activités criminelles. Je vous poursuivrai pour séquestration émotionnelle et falsification d'identité. Et je m'assurerai que chacune des sœurs sache exactement quel genre d'affaires ont soutenu leurs prières. » La menace fut faite avec un calme glacial qui surprit même Aurélie. Elle ne reconnaissait pas la femme froide et calculatrice qu'elle était devenue. « Vous avez beaucoup changé, » murmura sœur Bénédicte. « J'ai dû changer.
Vous ne m'avez pas laissé le choix. Après une longue pause, la mère supérieure acquiesça. Que devons-nous faire? D'abord, je veux que vous signiez une confession détaillée sur tout ce que vous savez. Deuxièmement, je veux accéder à toutes les archives du monastère liées à la famille Valmont. Et troisièmement, le moment venu, je veux que vous témoigniez contre Hélène et Marcel. Et en échange, je m'assurerai que le monastère reçoive des dons légitimes pour compenser la perte des contributions des Valmont, et je ne détruirai pas publiquement la réputation de la congrégation. C'était du chantage pur et simple, et elles le savaient toutes les deux, mais c'était aussi de la justice. Aurélie retourna à la propriété au crépuscule, portant un dossier avec des confessions signées, des documents historiques et même quelques photographies que les sœurs avaient prises secrètement au fil des ans. Étienne l'attendait sur la terrasse, et quand il vit son expression triomphante, il sourit pour la première fois depuis des jours. « Vous avez réussi ?»« J'ai tout obtenu. » Elle s'assit à côté de lui et appuya sa tête contre son épaule. « Maintenant, nous avons assez de preuves pour détruire complètement Hélène et Marcel. Et la prochaine étape ? Nous organisons une réunion demain soir, ici à la propriété. » Aurélie leva la tête pour le regarder. « Et nous en finissons une fois pour toutes. » Étienne l'embrassa doucement. « Vous êtes sûre d'être prête ? » ?»« Pour cela ? Plus que prête. Il est temps de venger ma mère et Isabelle. » La réunion fut fixée à 8 heures du soir le lendemain. Hélène et Marcel arrivèrent ponctuellement, amenant avec eux 2 hommes en costume qui étaient clairement des gardes du corps ou des avocats. Aurélie et Étienne les reçurent dans le salon principal, mais cette fois la dynamique était complètement différente. « Nous espérons que vous avez considéré notre proposition, » dit Hélène, s'installant sur le canapé avec l'assurance de quelqu'un qui pensait avoir toutes les cartes en main. « Je l'ai considéré, » répondit Aurélie, « et j'ai une contre-proposition. »« Quel genre de contre-proposition » demanda Marcel, légèrement méfiant. Aurélie ouvrit le dossier qu'elle avait apporté et commença à distribuer des copies des documents sur la table. « La proposition que vous confessiez les meurtres d'Isabelle Marchand et d'Isabelle Valmont et que vous vous rendiez à la police. En échange, je ne divulguerai pas publiquement toutes les preuves que j'ai de vos crimes. » Le silence qui suivit fut absolu. Hélène prit l'un des documents et son expression changea dramatiquement à mesure qu'elle lisait. « Où avez-vous obtenu cela ?» demanda-t-elle, la voix tendue. « Peu importe où. Ce qui importe, c'est que j'ai des enregistrements. De Gilbert discutant de l'assassinat de ma mère avec vous, Hélène. J'ai des preuves financières liant Marcel à la voiture qui a tué Isabelle, et j'ai des témoins prêts à confirmer tout cela devant un tribunal. » Marcel se leva brusquement. « C'est ridicule. Vous n'avez rien qui puisse nous nuire. »« J'ai... ceci, » dit Aurélie, plaçant un petit magnétophone sur la table et appuyant sur play. La voix d'Hélène, plus jeune mais reconnaissable, résonna dans la pièce. La Française devient un problème. Gilbert doit s'en occuper avant qu'elle n'expose tout. Oui, définitivement. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des témoins. Hélène pâlit. Où avez-vous obtenu cet enregistrement? Gilbert était un homme prudent. Il enregistrait toutes les conversations importantes. Aurélie sourit froidement, y compris celle où vous avez convaincu Marcel de saboter les freins de la voiture d'Isabelle. C'est fabriqué, protesta Marcel, mais il y avait de la panique dans sa voix. C'est la vérité, dit simplement Aurélie, et vous le savez. Étienne, qui était resté silencieux jusque-là, parla enfin. Vous avez 2 options. Vous confessez tout et purgez votre peine, ou je remets tout ceci à la police judiciaire, avec des preuves sur toutes les affaires illégales que vous avez essayé de me forcer à rejoindre au fil des ans. Vous ne feriez pas ça, dit Hélène. Cela vous compromettrait aussi. Je sors de ces affaires de toute façon, répondit Étienne. Aurélie m'a convaincu de nettoyer ma vie. Je peux faire face aux conséquences de mes choix passés. Mais vous ne pouvez pas faire face aux conséquences des vôtres, ajouta Aurélie. 2 meurtres, chantage, tentative de prise de propriété illégale. Vous passerez le reste de votre vie en prison. Hélène regarda les hommes qu'elle avait amenés, mais ils semblaient aussi choqués qu'elle par les révélations. Ils ne connaissaient clairement pas l'ampleur réelle des crimes familiaux. « Que voulez-vous exactement ?» demanda finalement Hélène. « Une confession complète par écrit, reddition volontaire à la police et transfert de tout droit que vous pensez avoir sur cette propriété directement à moi. »
Aurélie se pencha en avant. En échange, je ne rendrai pas public les enregistrements que j'ai de vous discutant de la façon de torturer Isabelle avant de la tuer. La dernière révélation fut comme une bombe. Même Étienne regarda Aurélie avec surprise. Elle n'avait pas mentionné qu'elle avait des preuves de torture. « Vous êtes des monstres », dit Marcel, essayant de paraître indigné, mais sa voix trembla. « Nous sommes des monstres », répliqua Aurélie, sa voix s'élevant pour la première fois. « Vous avez tué une femme enceinte, vous avez assassiné une femme innocente qui voulait seulement protéger son mari de vos sales affaires, et ensuite, vous avez eu l'audace de venir ici essayer de me manipuler pour obtenir ce que vous vouliez. » Elle se leva, tremblant de colère. « Ma mère a été torturée pendant 3 jours avant que Gilberte ne la tue finalement. Isabelle est morte terrifiée, seule sur une route sombre, sachant qu'elle avait été trahie par son propre beau-frère. Et vous pensez que je vais avoir pitié de vous maintenant ?» Hélène et Marcel échangèrent des regards désespérés. Il était évident qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'Aurélie en sache autant, à ce qu'elle ait tant de preuves. « Combien de temps avons-nous pour décider ?» demanda Hélène. « 10 minutes, répondit Aurélie. Après cela, j'appelle la police judiciaire et je remets tout ce que j'ai. » Les 10 minutes qui suivirent furent les plus longues de la vie d'Aurélie. Hélène et Marcel chuchotaient désespérément entre eux, consultant occasionnellement les hommes qu'ils avaient amenés. Étienne resta aux côtés d'Aurélie, sa main trouvant la sienne en signe silencieux de soutien. Quand le temps fut écoulé, Hélène se leva avec l'attitude d'une femme vaincue. « Nous allons confesser, » dit-elle. « Mais nous voulons des garanties que les preuves concernant la torture ne seront pas divulguées publiquement. »« J'accepte, » dit Aurélie, « à condition que la confession soit complète et détaillée. » Ce qui suivit fut 2 heures de confession écrite, signée et attestée. Hélène avoua son rôle dans la planification de l'assassinat d'Isabelle et dans la manipulation de Gilberte. Marcel avoua avoir saboté la voiture d'Isabelle et avoir essayé de faire paraître cela comme un accident. Quand la police arriva, appelée par Étienne lui-même, elle trouva 2 assassins qui avaient avoué et des preuves suffisantes pour garantir des condamnations pour homicide qualifié. Aurélie observa Hélène et Marcel être emmenés menottés, ressentant un étrange mélange de satisfaction et de vide, 20 ans de mystère sur son identité, 3 ans de douleur pour la mort d'Isabelle, des décennies de crimes familiaux, tout résolu en une seule nuit. « Comment vous sentez-vous » demanda Étienne quand ils furent seuls dans la pièce. « Ça ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Soulagée, je suppose, mais aussi vide. La justice n'apporte pas toujours la satisfaction que nous espérons. Ce n'est pas ça. » Aurélie se tourna pour lui faire face. « C'est que maintenant que tout est résolu, nous devons décider qui nous sommes vraiment, ce que nous allons faire de notre vie. » Étienne l'attira dans ses bras. « Je sais exactement ce que je veux faire. Quoi? Je veux vous épouser à nouveau, de la bonne façon cette fois, sans mensonge, sans secret, sans arrangement. » Il sourit. « Je veux vous demander en mariage correctement et avoir une cérémonie où nous serons tous les 2 présents par amour. » Aurélie rit, sentant les larmes couler sur son visage. « Nous sommes demi-frères et sœurs, Étienne, c'est compliqué. Alors allons dans un endroit où ce n'est pas compliqué, l'Europe peut-être, où personne ne connaît notre histoire familiale. » Il essuya ses larmes avec son pouce. « Ou restons ici et affrontons les jugements, peu m'importe, tant que nous sommes ensemble. » Et les affaires illégales? J'ai déjà parlé à mes contacts. Je sors de tout ça. Nous allons transformer cette propriété en un vignoble complètement légitime. Cela peut prendre du temps, cela peut signifier moins de profit, mais je ne veux plus vivre en regardant par-dessus mon épaule. Aurélie l'embrassa alors, mettant dans ce baiser tout l'amour, toute la gratitude, tout l'espoir qu'elle ressentait. Quand ils se séparèrent, tous 2 étaient à bout de souffle. « Alors c'est ça, demanda-t-elle. Nous allons vraiment essayer d'être heureux malgré tout. Nous allons être heureux à cause de tout, corrigea Étienne, parce que nous avons survécu, parce que nous nous sommes trouvés, parce que nous avons choisi l'amour même quand cela semblait impossible. » 6 mois plus tard, ils étaient dans une petite église en Toscane, en Italie, échangeant des vœux pour la 2e fois. Cette fois, il n'y avait pas de sœur sévère ou d'invité indésirable. Seulement quelques amis proches qu'ils s'étaient faits dans la région, le prêtre local qui ne savait rien de leur histoire familiale et Madame Moreau, qui avait insisté pour voyager afin de voir sa petite se marier correctement. Aurélie
portait une simple robe en dentelle blanche qu'elle avait choisie elle-même, et ses cheveux dorés étaient détachés, brillant dans la lumière qui entrait par les vitraux colorés. Étienne portait un costume sombre, mais ses yeux brillaient d'une joie qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Lorsque vint le moment des vœux, Étienne prit ses mains et parla d'une voix claire qui résonna dans la petite église. « Aurélie, quand je vous ai rencontrée, je pensais vous sauver. Mais j'ai découvert que c'était vous qui me sauviez. Vous m'avez appris que le véritable amour est plus fort que n'importe quel secret, plus puissant que n'importe quelle peur, plus durable que n'importe quel jugement. » Il sourit, et il y avait des larmes dans ses yeux. « Je promets de vous aimer, de vous protéger et de vous honorer, non pas parce que des arrangements ou des circonstances nous ont unis, mais parce que je vous choisis chaque jour. » Aurélie essuya ses propres larmes avant de répondre. « Étienne, vous m'avez montré qu'il existe un monde au-delà des murs du couvent, au-delà de la peur, au-delà de l'obéissance aveugle. Vous m'avez appris que je suis assez forte pour me battre pour ce que je veux, assez courageuse pour affronter n'importe quelle vérité, et méritante d'un amour qui me transforme chaque jour. » Elle serra ses mains. « Je promets d'être votre partenaire, votre égal, votre compagne dans toutes les aventures qui nous attendent. » Quand le prêtre les déclara mari et femme, le baiser qu'ils partagèrent fut différent de tous les autres. Il n'y avait pas d'urgence, ni de désespoir, ni de secret. C'était simplement de l'amour pur, célébré à la lumière du jour, témoigné par le monde. La fête après la cérémonie fut petite, mais joyeuse, organisée dans une propriété viticole locale qui leur avait prêté l'espace. Ils dansèrent sous les étoiles, entre les vignes qui leur rappelèrent leur maison, entourés de personnes qui les aimaient pour ce qu'ils étaient maintenant, pas pour ce qu'ils avaient été. « Des regrets ?» demanda Étienne pendant qu'ils dansaient sur une musique lente. « Un seul, répondit Aurélie. « Lequel ? De ne pas avoir eu le courage de faire cela il y a 6 mois. » Étienne rit et la fit tournoyer. « Nous avions besoin de temps pour guérir, pour apprendre qui nous sommes vraiment loin de tous les secrets. Et qui sommes-nous ? Nous sommes 2 survivants qui ont refusé de laisser le passé détruire l'avenir. Nous sommes une famille qui a choisi de se former par l'amour, pas par le sang. » Il l'attira plus près. « Nous sommes Aurélie et Étienne. » Rousseau. Ils avaient changé de nom de famille en déménageant en Italie, une façon symbolique de recommencer à zéro, libérés du poids de l'histoire familiale des Valmont. Et que réserve l'avenir à Aurélie et Étienne Rousseau? Un vignoble à nous ici en Toscane, des enfants peut-être, des aventures à travers le monde, une vie construite sur la vérité et l'amour. Ça semble parfait. Ça le sera. 2 ans plus tard, Aurélie était enceinte de son premier enfant, travaillant aux côtés de son mari dans le vignoble qu'ils avaient acheté avec l'argent de la vente d'une partie de la propriété en France. La propriété d'origine continuait à fonctionner sous une gestion professionnelle, maintenant complètement débarrassée des activités illégales. Mais ils préféraient vivre en Italie, où ils pouvaient être simplement un jeune couple amoureux sans histoire compliquée. Hélène et Marcel avaient été condamnés à la prison à perpétuité pour les meurtres d'Isabelle et d'Isabelle. Le scandale avait secoué la haute société provençale, mais à la fin, la vérité avait prévalu. Sœur Bénédicte leur avait rendu visite une fois, demandant pardon et essayant de se racheter pour les années de mensonges. Aurélie avait pardonné, mais avait clairement indiqué que sa vie suivait désormais un autre chemin. « Parfois, je me demande encore si nous avons fait la bonne chose », dit Aurélie par un après-midi ensoleillé, tandis qu'elle observait Étienne travailler parmi les vignes. Tout abandonner, venir ici, vivre comme si le passé n'importait pas. « Et quelle est votre conclusion ?» demanda-t-il, s'approchant et posant la main sur son ventre arrondi. « Que parfois, recommencer est la seule façon de vraiment vivre. » Étienne embrassa son front. « Nous n'avons pas tout abandonné. Nous avons apporté ce qui comptait, notre amour, notre choix d'être ensemble, notre détermination à être heureux. Et nous avons laissé le reste derrière. Nous avons laissé derrière nous la douleur, les secrets, la culpabilité. » Il sourit. « Notre enfant grandira en ne connaissant que l'amour, pas les péchés des générations précédentes. » Ce soir-là, allongés dans le lit de leur maison simple mais confortable, entourés par le parfum des vignes et le son doux du vent dans les collines toscanes,
Aurélie réfléchit au voyage extraordinaire qu'il avait mené du monastère silencieux de Provence jusqu'à ce moment de bonheur complet. Elle avait commencé comme une novice innocente, donnée en mariage comme paiement d'une dette. Elle avait découvert de terribles secrets sur sa famille, affronté des assassins, défié la moralité sociale et choisi un amour que le monde considérerait comme mauvais. Mais à la fin, elle avait appris que la vraie force ne venait pas de l'obéissance aveugle ou de la conformité sociale. Elle venait du courage de faire ses propres choix, de se battre pour son propre bonheur, de créer une famille basée sur l'amour et non sur les circonstances. « Je t'aime », murmura-t-elle à Étienne dans l'obscurité. « Pour toujours » murmura-t-il en retour. « Pour toujours » Et sous les étoiles de Toscane, deux cœurs qui s'étaient trouvés à travers des impossibilités continuaient à battre en synchronie, promettant un avenir construit sur des choix libres, un amour véritable, et la détermination inébranlable d'être heureux ensemble, quoi que le monde puisse en penser. L'amour avait vaincu, la vérité avait prévalu, et Aurélie Rousseau, qui avait un jour été Aurélie sans nom de famille, connaissait enfin le sens du mot foyer.